Salut les terriens, bienvenue pour ce premier journal de la Starbase de l'année qui tombe le 1er janvier, comme quoi 2025 risque fortement d'être marqué par l'aventure du programme Starship. J'en profite donc, et comme le veut la coutume, pour vous souhaiter au nom de toute l'équipe du journal de l'espace une très bonne année et vous présenter tous mes vœux de réussite et de santé. Bon, avec les fêtes, on s'est quand même demandé avec l'équipe si on avait le temps de vous préparer une émission pour aujourd'hui, mais c'était bien évidemment sans compter sur toutes vos questions, et que voulez-vous, quand on aime, on ne compte pas. On fera le point des chantiers de la Starbase à Boca Chica dès samedi, mais pour l'heure, allons rejoindre notre alchimiste de la vulgarisation. Je parle bien sûr de notre Philippe National qui répondra ce soir à quelques-unes de vos questions. Allez hop, c'est parti pour Boca Chica. Le journal de la Starbase, ça commence toujours par des news légères, sauf exception, mais si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez que c'est toujours cette rubrique qui nous permet de vous faire découvrir des passionnés du programme Starship, qui derrière leurs écrans passent des heures et des heures à se renseigner au mieux pour produire des rendus sur la fusée de SpaceX, ou sur les installations dispatchées sur les différents sites de la Starbase. Ces visuels de la Star Factory sont justement créés par l'un de ces passionnés qui s'appelle O, je sais même pas comment ça se prononce d'ailleurs, mais qui est beaucoup plus connu sous le pseudo BL3D Eccentric. Ces rendus nous ont souvent accompagnés dans les longues explications techniques, vous trouverez le lien vers son profil X et sa chaîne YouTube en description de cette vidéo. Et pour info, si vous vous demandiez à quelle hauteur culmine le plafond de la pouponnière à prototype, à certains endroits ça peut aller jusqu'à 32 mètres de hauteur. Bon, on ne pouvait pas non plus commencer l'année sans mettre à l'honneur Ryan Hansen Space qui, comme O, que nous venons de voir, publie régulièrement des simulations 3D qui vont au-delà de la précision, puisque parfois elles sont même clairvoyantes. On peut par exemple citer cette petite séquence qui met en parallèle le rattrapage du B-12 lors du 5e vol, et cette animation produite quelques mois auparavant. Bon alors oui, il existe des différences, notamment sur le comportement du booster dans la simulation qui semble s'ajuster de façon erratique, ou encore lorsque celui-ci se glisse entre les bras de la tour dans une verticale un peu trop parfaite. Mais bon, hormis ces petits détails, l'ensemble est tout à fait juste, voire bluffant. En effet, quand les points d'appui du B-12 se postent en douceur sur les rails des chopsticks, cette phase ultime est confondante de réalisme si on la compare aux images bien réelles cette fois du 5e vol. Bon, les anciens font du bon boulot, alors les petits nouveaux n'ont qu'à bien se tenir, ou pas, avec enfin Interstellar Gateway qui a posé ses valises pleines à craquer de matériel de pointe pour nous filmer régulièrement et photographier l'activité au sein de la Starbase, afin d'informer, mais d'informer sur grand écran. En effet, l'équipe d'Interstellar Gateway veut faire de la cinématographique un peu à la façon d'Everyday Astronaut, qui collabore régulièrement avec Cosmic Perspective, en nous offrant des vues à couper le souffle sur le Starship, qu'il soit au sol, simplement empilé sur son booster, ou en pleine ascension, durant l'un des 25 vols prévus pour cette année. Autant vous dire que cette équipe est la bienvenue dans les parages de la Starbase, puisque 2025 risque bien d'être riche en lancements. Allez, laissons là la simulation 3D ou la cinématographique et passons un petit peu à la technique. Je profite au passage de ce premier jour de l'année pour vous redire à quel point je suis bluffé par vos remarques et questions tout au long de l'année. Je vois que nous comptons dans nos rangs des inspecteurs des travaux de haut vol, alors encore une fois un grand merci pour votre participation à chacune de nos sorties au Texas. J'en profite aussi pour vous rappeler que Philippe a mis à votre disposition un tableau référentiel pour chaque sujet traité lors de ses réponses à vos questions. Le lien pour le retrouver est dans la description. Allez, on passe aux questions de deux abonnés, Tars et The Metal Slayer, où on va revenir sur le bouclier thermique et les différentes modifications ou annonces possibles sur le sujet. Bon, il est certain que les enseignements tirés du vol d'essai numéro 6 du Starship, et plus particulièrement du S-31, dont le fuselage avait été quelque peu dénudé avant le décollage, ont été nombreux, et probablement d'une importance capitale pour la suite de ce programme spatial. L'enjeu était, rappelons-le, de vérifier la bonne résistance à l'échauffement de la coque du Starship, dont les flancs avaient été dégarnis de tuiles de protection thermique sur près de 8 rangées de large. La problématique tournait pour rappel autour de la difficulté prévisible de rattraper le vaisseau de retour de l'orbite en le saisissant avec les deux bras de la tour, sans pour autant l'éplucher de ses fragiles tuiles de protection. Dès le 3e vol, nous avons pu nous rendre compte de la surprenante résistance de ce vaisseau entièrement construit en acier inox 304L, matériau qui, hormis sa légèreté à revoir, ne présente que des avantages. En effet, et on l'a déjà souligné à de nombreuses reprises, ce matériau, inusité jusqu'alors dans l'industrie de l'aérospatiale, en tout cas pour la construction de la structure même des vaisseaux, se révèle être un choix fichtrement inspiré.
Outre son prix relativement modeste et une disponibilité en grande quantité sans problème particulier d'approvisionnement, ni d'impact écologique inacceptable, il se révèle fort pratique à utiliser industriellement pour la fabrication et la modification rapide de prototypes divers et variés. En plus, cerise sur le gâteau, ou plutôt tuile sur le vaisseau, son excellente tenue mécanique à haute température a permis l'impensable, plusieurs fois même, en ramenant en un seul morceau sur Terre le vaisseau en entier, dont l'élégant manteau noir de tuiles isolantes présentait pourtant quelques trous. C'était en fait une des grandes inquiétudes initiales de ce projet aux si nombreuses incertitudes. Serait-il possible de ramener sur Terre un vaisseau de 50 mètres de long et plus de 120 tonnes à vide, avec une protection thermique qui, on s'en doutait, serait loin d'être parfaite, en tout cas sur les premiers exemplaires. Autant ce problème s'est révélé fatal à la coûteuse et fragile navette spatiale construite en alliage léger, autant notre rustico-moderne Starship semble quant à lui totalement insensible à cela, ou presque. Les enseignements de ce premier vol sont nombreux, les images vidéo retransmises en direct pendant la mission sont à cet égard très précieuses, car permettant un diagnostic visuel précis de ce qui se passe en temps réel sur l'engin spatial. Comme lors des 2 vols précédents, nous avons assisté au spectacle son et lumière de la rentrée atmosphérique d'un Starship se frottant à l'appétit féroce d'un plasma à la jolie mais trompeuse robe rose. Un net progrès semble obtenu sur le dernier vol au niveau des articulations des 2 ailerons avant du vaisseau, dont les axes de rotation avaient été très rudement éprouvés sur les 2 vols précédents, allant pratiquement jusqu'à la perte de l'aileron juste avant de toucher la surface de l'eau. Amélioration de la géométrie de cette partie sensible, collage des tuiles plus résistants, jeu réduit, toutes ces mesures ont permis de maintenir une entière disponibilité des ailerons sur le S-31 qui a pu se poser avec une grande précision à l'endroit choisi. La prochaine évolution V2, avec son implantation des ailerons entièrement revus, devrait régler définitivement le problème. Notons également que d'une façon générale, le nombre de tuiles perdues, qu'elles soient clipsées ou collées, semble lui en nette diminution. Nous sommes donc loin des premières itérations du Starship, les SN, qui se déshabillaient, souvenez-vous, littéralement lors de la mise à feu de leur moteur. C'est donc un grand progrès, même si, puisque nous n'avons pas toutes les images du dernier vol, quelques pertes ont pu se produire hors champ des caméras. Le récent essai de mise à nu des flancs du S-31 a été très instructif, nous avons déjà eu l'occasion de le préciser lors de l'analyse du 6e vol. Les fortes déformations sur les flancs de l'appareil au niveau des zones non protégées révèlent un échauffement plus important que ce qui avait été prévu initialement. Celui-ci a mené à des dilatations incontrôlées, génératrices de vilains plis observés sur la peau externe du vaisseau. Les jolies irisations qui couvrent les surfaces d'inox 304L nues confirment bien que les températures de surface de l'ordre de 600 à 700 degrés ont été atteintes localement, ce qui, même pour ce métal performant, n'est pas rien. Il est d'ailleurs probable que SpaceX ait enregistré une cartographie complète des températures atteintes au moyen d'une caméra thermographique installée dans la soute, permettant de visualiser facilement les différentes zones les plus impactées. On aurait bien aimé avoir plus d'infos chiffrées de la part de SpaceX, mais secret industriel oblige, l'entreprise règne d'une main de fer, faisant un silence de plomb sur ses datas en or. Et oui, car il y a beaucoup d'argent à économiser en protégeant mieux ses surfaces d'inox. Faute d'éléments nouveaux, la discussion s'éteint là, mais trêve de jeu de mots et revenons sur cette démarche prudente donc, mais l'est-on jamais suffisamment dans un domaine aussi concurrentiel que le New Space ? Et là, je vous invite à réécouter cette petite phrase parce qu'il y a quand même eu 7 métaux cités discrètement. C'est pas mal, non ? Si vous les avez, je vous invite bien sûr à les mettre en commentaire et bravo Philippe pour ton petit côté alchimiste. Allez, revenons tout de même à nos moutons. Les enseignements issus de ce vol sont dans les grandes lignes déjà tirés. Le principe du bouclier thermique composé de tuiles est validé et s'en sort avec les honneurs, contrairement à ce que je lis ici ou là. En effet, il a d'ores et déjà permis de ramener intact ou presque 3 vaisseaux sur Terre, ce qui pour une phase d'essai peut être considéré comme une belle réussite. L'association des tuiles façon SpaceX, clipsées ou collées, fonctionne de mieux en mieux et permet de protéger à moindre coût et surtout à moindre poids de grandes surfaces de métal exposées. Ce tuilage est bien adapté aux surfaces planes ou développables, c'est-à-dire qu'il ne présente une courbure que dans une seule direction. C'est typiquement celle de la forme cylindrique des Starship, avec toutefois un petit aménagement de la géométrie du pavage pour le vaste nez en forme d'ogive régulière. Un changement du format des tuiles est nécessaire 2 ou 3 fois, visible à ces lignes séparatrices. La silhouette un peu simplette du vaisseau est en fait un avantage sur ce plan. Bien évidemment, non, je n'oublie pas le critère clé, la réutilisation rapide, qui est une exigence forte de ce projet Starship, mais un tuilage clipsé se révèle finalement très facilement réparable, et sa résistance dépend principalement de la qualité de ses tuiles, lesquelles ne cessent de progresser ces derniers temps. Il est plus que probable qu'à l'avenir, plus de 80% de la surface ainsi protégée le reste par simple tuilage. Seules les surfaces aux formes complexes posent réellement problème, comme par exemple les capotages aérodynamiques des articulations des 4 ailerons mobiles.
Le bouclier y est ici collé, et sa solidité semble également en nette progression depuis le début de l'aventure. De plus, ce sont parmi les endroits les plus exposés aux hautes températures, donc les nouvelles colles utilisées sont bien meilleures que les précédentes. Le problème ne vient plus de là, mais plutôt de l'important travail à fournir pour le décollage, le traitement du support nu, puis le remplacement des tuiles qui auraient trop fortement été dégradées. On le sait, toute immobilisation longue et systématique d'un vaisseau entre deux vols étant complètement exclue par la suite, la qualité finale de ces tuiles devra encore et encore progresser. Ici aussi, nous n'avons pas d'infos précises sur les principes d'amélioration de ces composants étudiés et fabriqués spécifiquement par SpaceX, mais une simple déclaration d'Elon Musk précisait que leur résistance avait été doublée. C'est certes une info un peu légère, et il aurait été intéressant de savoir si cette progression s'était accompagnée d'une augmentation du poids unitaire de ces fameuses tuiles, car vous l'avez bien senti dans vos messages, le nœud du problème se situe toujours dans la masse totale du bouclier, quelle que soit la technologie retenue. Les tuiles en aérogel de céramique sont ce qu'il y a de plus performant et de loin sur ce critère. D'autres matériaux faisant appel à plus de métal sont envisageables, mais logiquement elles seront aussi immanquablement plus lourdes que les tuiles en aérogel. Donc si quelques éléments de protection purement métalliques doivent finalement être retenus, ce ne sera que très ponctuellement et associé à des exigences de résistance mécanique particulières, comme par exemple les crochets de rattrapage ou les mécanismes d'arrimage entre vaisseaux pour le fameux refueling, le ravitaillement en orbite qui reste encore pour rappel à être testé puis validé. Lors des 2 précédents vols, certaines tuiles noires avaient été retirées et remplacées par d'autres, de différents métaux, et une info récente nous apprend que les tuiles en aluminium ont littéralement fondu. Non, définitivement, les alliages légers ne font pas bon ménage avec les plasmas brûlants. Une autre solution au problème, rappelez-vous, c'était une protection par réfrigération active qui avait été envisagée dès le tout début du projet Starship, bien avant le premier vol. Mais la complexité, le surpoids et le surcoût avaient rapidement découragé les équipes techniques. Le retour en grâce de ce principe est alors cohérent avec les dernières infos récoltées lors du 6e vol, mais il n'est aucunement question de le généraliser à l'ensemble du bouclier. Étudions cela d'un petit peu plus près zone par zone. Sur les parois cylindriques du corps principal du ship, le vaisseau, le pavement clipsé est une bonne formule. Associé à une sous-couche isolante qui elle aussi peut encore évoluer, la protection se révèle efficace et légère. Il serait alors extrêmement complexe d'y mêler un réseau dense de fines tuyauteries de réfrigération qui, de toute façon, ne réglerait pas le problème d'une usure en surface des tuiles. Le corps central du vaisseau étant directement constitué par la paroi même des réservoirs d'ergols cryogéniques, on peut dire que cette fonction de réfrigération est déjà gratuitement assurée sur les 2/3 de la coque, ce qui n'est pas rien. Dénuder le vaisseau sur les flancs, comme cela avait été fait sur le S-31, reste donc réaliste, même si les jolies irisations trahissent un fort échauffement en surface. Il serait ici tout à fait possible d'ajouter localement 2 bandes latérales métalliques en acier réfractaire à forte teneur en chrome et nickel, qui résistent à la corrosion, à l'oxydation et au fluage à chaud. Ils sont aujourd'hui couramment utilisés dans l'industrie, principalement dans les fours de chauffage ou de traitement. 2 simples glissières de protection ajoutées de part et d'autre de la coque pourraient en plus faciliter le rattrapage du ship sans trop alourdir sa structure. Un peu plus haut, sur les surfaces non refroidies par les réservoirs d'ergols, nous trouvons toute la partie avant du navire, la soute, actuellement non pressurisée. Or c'est précisément au niveau des surfaces dénudées de celle-ci que les déformations les plus fortes ont été vues par les caméras près de la porte. Une zone particulièrement tourmentée sur le plan de dilatation, car proche voisine du dôme supérieur du réservoir de méthane. C'est peut-être ici qu'une solution de réfrigération active pourrait localement avoir du sens. Les 2 bandes métalliques réfractaires de protection latérale dont nous venons de parler précédemment pourraient se compléter localement par un refroidissement actif, permettant d'évacuer l'excès de chaleur généré à cet endroit. Il est évidemment inenvisageable de laisser un vaisseau se tordre et se plisser comme l'a fait le S-31, même si cela n'a pas mené immédiatement à sa perte. Il est en effet très probable qu'un tel traitement répété plusieurs fois d'affilée lui aurait été fatal. Au niveau des capotages aérodynamiques des ailerons mobiles, c'est là que les contraintes thermiques sont les plus fortes. De surcroît, les courbures complexes ne facilitent pas la pose par collage des tuiles aux formes totalement spécifiques, un peu à la façon de l'ancienne navette spatiale. Ce sont aussi les endroits où nous avons vu le plus de projections lumineuses lors des rentrées en haute atmosphère. Le combat y est donc rude. Ici également, et limité au capotage, et peut-être même aux ailerons mobiles, un refroidissement actif local par circulation de fluide caloporteur pourrait aider. La nouvelle implantation des ailerons du bloc 2 suffira-t-elle à régler le problème? Ça, seuls les prochains vols le diront. En bas du vaisseau, enfin, au niveau de sa jupe, pas de réfrigération gratuite non plus sur ce tronçon entièrement ouvert sur le vide spatial. Le côté ventral est bien protégé par son manteau de tuiles, mais nous n'avons malheureusement pas vu d'image précise du côté des tôles nues. Ici, une récupération intacte d'un vaisseau après le vol serait certainement très profitable à l'amélioration du diagnostic. Une sorte de brumisateur situé à l'intérieur du compartiment moteur serait envisageable, refroidissant, en cas de besoin, la zone en surchauffe par aspersion.
Également, dans cet espace ouvert, un éventuel percement de la paroi de la jupe ne mènerait pas forcément à la destruction des moteurs, ceux-ci bénéficiant en plus de leur propre protection incendie par cloisonnement, qui fonctionne dans les deux sens. Comme nous venons de le voir, les besoins de protection thermique sont très variables d'un endroit à l'autre. La conséquence directe est qu'il n'y a pas une technologie de protection universelle, mais plusieurs, chacune adaptée à une zone précise du vaisseau. Si refroidir localement une pièce pas trop grande est facilement réalisable, étendre le principe à une coque entière est par contre quasiment mission impossible. Il faudrait pour cela envelopper l'engin dans un véritable tricot de fin capillaire, tout en y assurant un contrôle précis du débit d'un fluide de refroidissement. Ce fluide pourrait être un circuit d'eau perdue, une circulation de méthane liquide ou d'un autre gaz liquéfié tel que l'azote. Le dispositif comprendrait donc des réservoirs supplémentaires, des pompes, des câblages électriques et de nombreux capteurs. Enfin bref, une lourde et complexe installation dont le poids final se fera forcément sentir. Donc bravo les abonnés pour vos analyses, en tout cas, vous avez clairement abordé les principales contraintes liées à ce sujet épineux. Le choix final sera effectivement un vaste compromis entre la nécessité impérative d'une protection et la légèreté conservée du vaisseau qui en a déjà grand besoin actuellement. En plus, l'appellation Starship couvrira toute une gamme de vaisseaux aux missions spécifiques, des cargos, des tankers orbitaux, des tankers ravitailleurs, des HLS, des vaisseaux d'exploration interplanétaire, des navettes Terre-Lune, qui sait. En bref, chacun de ces engins sera confronté à des contraintes spécifiques et chacun utilisera des solutions appliquées spécifiquement pour répondre à ses besoins propres. Le futur vaisseau qui aura la chance, enfin tout est relatif, de partir pour Mars, sera quant à lui confronté à une épreuve du feu bien plus terrible encore, et il n'est pas encore certain à ce jour que des solutions performantes puissent être adaptées sur un vaisseau d'une telle masse. Mais on connaît la chanson, avec SpaceX, apparemment rien d'impossible. Eh oui, en effet Philippe, on n'est pas à l'abri d'autres surprises. Merci les terriens d'avoir participé à cette toute première vidéo de l'année sur la chaîne, et pour vous qui découvrez peut-être le contenu que je poste ici, et si vous avez apprécié ces quelques minutes passées ensemble, eh bien merci de vous abonner en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification qui vous permettra d'être informé dès que je poste une vidéo. Et enfin, n'oubliez pas le pouce en l'air de YouTube. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, on se retrouve vendredi sur le journal de l'espace pour l'actualité spatiale de la semaine. À très bientôt les terriens.